Descendons ici à 4500 mètres sous la surface, une profondeur où très peu d'humains peuvent descendre. Pourtant, on tombe nez à nez avec cette machine géante en pleine activité. Pour certains, il faudra même les multiplier rapidement pour avoir un impact très concret sur notre quotidien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucas Explique. Ces machines, encore peu communes, elles sont au cœur d'une gigantesque course entre plusieurs entreprises chinoises, américaines mais aussi européennes. Elles veulent dompter les conditions extrêmes des abysses pour fournir à grande échelle nos panneaux solaires, nos voitures, nos smartphones et de nombreux autres objets. Mais il y a quelques temps, ce mail a attiré mon attention. Une importante campagne océanographique allait justement tenter d'explorer ces milieux extrêmes. Alors je les ai contactés. Il y a certains des éléments dont on parle qui ne sont pas illimités sur la planète. Ça attire les convoitises. Je me suis dit que ce serait une occasion inédite pour vous embarquer vous aussi dans cette nouvelle ruée aux métaux. On va aussi découvrir que ces abysses très peu accessibles abritent de nombreux secrets. Pourquoi cette nouvelle conquête minière sous-marine divise fortement, je vous explique. Commençons avec cet étrange objet qui vient d'être découvert. Il s'agirait d'une dent de mégalodon, le plus grand requin prédateur qui vivait il y a des millions d'années, selon les chercheurs français qui viennent de le remonter. Elle est énorme cette dent. Et le fait que ce soit complètement pris dans un nodule, ça nous confirmait directement que c'était quelque chose de très très ancien. Pourtant, ce qui est aujourd'hui au cœur des convoitises se trouve tout autour. Ça m'a fait penser à du charbon ou de la lave séchée, mais c'est ce qu'on appelle un nodule polymétallique, comme ça, et ça regorge de minerais très recherchés, vous allez voir. C'est principalement ça que cherche à remonter l'expédition française, mais aussi que veulent exploiter rapidement à grande échelle plusieurs pays et entreprises, mais pour ça je me suis rendu compte qu'elles doivent d'abord trouver des moyens techniques pour vaincre des conditions particulièrement extrêmes. Nous sommes en 2021, quelque part au milieu de l'océan Pacifique. Pour la première fois, cet énorme véhicule va tenter de descendre dans les abysses pour collecter des ressources minières. Il est mis à l'eau, puis arrive à plus de 4000 mètres de profondeur. Et la machine sillonne alors ses fonds marins pendant plus de 4 jours et collecte plus de 2000 tonnes de nodules qu'elle entasse au fond de l'eau. À un moment, le cap de 5000 mètres de long qui le relie à la surface est rompu. Les techniciens tentent de rétablir la connexion, ils finissent par réussir. C'est très profond, donc ça pose plein de problèmes d'un point de vue matériel. Alors on va faire un petit schéma rapide parce que j'avais du mal à me représenter la difficulté d'accès. Bon, déjà en comparaison, l'épave du Titanic, elle est ici à 3800 mètres de profondeur environ. Les fameux nodules recherchés, ils se trouvent généralement entre 4000 mètres et 6000 mètres sous la surface. Si on compte maintenant Tour Eiffel, il faut se représenter 13 à 20 Tour Eiffel bout à bout à descendre, puis à remonter, c'est énorme. Dès les années 1960 et jusqu'à aujourd'hui, des ingénieurs tentent d'inventer des systèmes pour ramasser ces précieuses ressources en profondeur. En France, on imagine même à un moment ce type de navette sous-marine sans succès. Aujourd'hui, j'ai trouvé plus d'une dizaine d'entreprises et d'organismes qui investissent des millions de dollars dans différents systèmes. One of the analogies is the offshore oil and gas industry that once upon a time did not exist, and then in the flick of a switch, 30% of oil and gas came from offshore. Alors la forme que j'ai le plus vue, elle ressemble à ça. Ce sont des sortes de moissonneuses-batteuses sous-marines à chenilles qui peuvent atteindre quand même la taille d'un bus. Ils sont pas habités, Ce sont des sortes de gros tracteurs qui vont passer sous le fond des mers. Ils récupèrent donc les nodules. L'idée, c'est que ces véhicules utilisent des systèmes de bras mécaniques ou plus couramment d'aspiration ou de jet pour ramasser ces précieuses tonnes de nodules. Ok, mais comment ensuite remonter à la surface plusieurs kilomètres plus haut? Dans cette autre zone du Pacifique, ces images nous emmènent cette fois en 2022. Depuis 4300 mètres de profondeur, cette entreprise réussit à remonter plus de 3000 tonnes de nodules. Ils sont broyés sur le fond. Et ensuite, ils sont renvoyés à la surface sur le bateau qui est donc relié au collecteur en surface, qui vont pouvoir faire un premier tri sur le bateau et pour simplifier le transport de ce qu'ils vont ramener à terre. Au fait, ces nodules, pourquoi est-ce qu'on est prêt à aller les chercher si loin? Alors j'en ai imprimé un à taille réelle, ça fait à peu près là 8 cm, mais ils peuvent aller de quelques centimètres à une quinzaine de centimètres. Et si on regarde maintenant à l'intérieur, ça ressemble à ça. On peut notamment trouver du manganèse, du cuivre, du nickel et du cobalt. Par exemple, pour les cobalt, on est à 600% des réserves sont dans les grands fonds. Respecte qu'est-ce qu'on a sous le terrestre. Si on ramasse les nodules d'une zone, on va avoir tous ces éléments concentrés ensemble. Là où pour beaucoup de gisements terrestres, il va falloir aller dans différents endroits qui sont parfois très éloignés les uns des autres. Et ces matières, elles sont très recherchées car elles rentrent dans la fabrication de très nombreux objets et véhicules, notamment des carrosseries, des éoliennes, des voitures électriques ou encore des smartphones ou des ordinateurs portables. Selon l'Agence internationale de l'énergie, leur utilisation devrait continuer à largement augmenter dans les années à venir avec de potentielles difficultés d'approvisionnement. Et ça, c'est un des arguments majeurs des promoteurs de la ruée vers les nodules. What we are suggesting is that the impacts are a fraction
compared to the land-based alternatives. Mais suite à ce mail que j'ai reçu, en me plongeant dans les images de l'expédition, je me suis rendu compte que ces immenses abysses sont encore largement méconnus. Vous vous souvenez de ces images de test d'un immense engin collecteur de nodules? Eh bien environ 4 ans après, l'expédition retourne précisément à un de ces endroits et voici ce qu'elle observe. On voit vraiment la trace, comme si aujourd'hui vous sortez dans un terrain et vous passez avec un tracteur. On voit les crevasses, c'est assez impressionnant, l'environnement est complètement perturbé. Allez, on rembobine. Nous voici au Mexique très récemment, mi-novembre 2024. Nous sommes à bord de l'Atalante, un navire d'exploration français de 85 mètres de long qui vient de lever l'ancre. L'équipe a accepté de filmer son épopée qui vise à découvrir ce qui se cache vraiment dans l'immensité de ces profondeurs encore très mal connues. Le navire part pour plusieurs semaines dans cette zone en plein milieu de l'océan, appelée Clarion Clipperton, où les fonds sont tapissés de milliards de nodules. Donc c'est une zone qui se trouve à mi-route entre Mexique et Hawaï, donc avec une surface très importante, il fait plus ou moins la taille de la Russie. C'est une zone internationale qui a été en quelque sorte découpée et répartie entre plusieurs pays et organismes pour y mener des explorations. Ici c'est par exemple attribué à la Chine, ici au Royaume-Uni, ici à la Belgique ou encore ici à la France. Et c'est d'ailleurs à cet endroit que l'Atalante se rend maintenant pour la première partie de sa mission. Tu vois pas un bateau après 2-3 semaines et tu te sens tout petit au milieu de l'océan et tu sais que tu as 5000 mètres de fond. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait très peu de vie dans cet environnement-là. Pour pouvoir récolter ce que recherchent les scientifiques sur plusieurs kilomètres, il ne serait pas assez efficace d'envoyer des sous-marins habités ou même des drones. Le système le plus simple et le plus efficace en termes de temps, c'est d'envoyer des carottiers qui sont directement reliés au bateau et qui ne font que des allers-retours. La mission, elle utilise donc d'abord cet appareil spécial. Je vous présente le carottier Husnel. Il descend tout au fond à l'aide d'un très long câble de plusieurs kilomètres. On descend, on est dans les noirs, jusqu'à là où on se rapproche du fond de mer et vous voyez toute cette plaine avec toutes ces pommes de terre noires posées avec des animaux d'une beauté et d'une étrangeté qui habitent sur les nodules et tout autour. Une fois entre moins 4000 et moins 6000 mètres, ils se referment autour des nodules pour les ramasser avec une partie du sol. Et 4-6 heures, des fois même plus, entre les déploiements et la remontée. Il faut s'imaginer une benne qui fait 25 cm sur 25 cm. Et donc on va ramener dans ce cas-là une benne d'un quart de mètre carré sur le bateau qui va être la plus représentative possible de l'environnement du fond. Une des missions est de compter les nodules pour voir s'ils sont riches en minerais recherchés. On a d'abord une mission d'évaluation de la ressource. Ça, c'est un devoir qu'on a en étant contractant. Ils sont pris en photo. On évalue leur volume et ils seront envoyés après dans un laboratoire pour justement vérifier le contenu en éléments d'intérêt pour l'industrie. Nos voisins, il faut juste penser à la Belgique, à l'Allemagne, ils ont déjà des industries qui sont là avec des extracteurs prêts et donc ils ont un autre regard sur ces permis. Mais en France, aujourd'hui, il n'y a pas effectivement des industriels où il n'y a pas d'impression. Mais ce n'est pas le seul but, car la zone dans laquelle ils pénètrent regorge de vie souvent inconnue. On va bientôt probablement à détruire des écosystèmes qu'on connaît aujourd'hui très très peu. Donc, les bouts de notre mission, c'était, pour première chose, vraiment d'acquérir beaucoup plus de connaissances. Sur le bateau, il y a aussi cet appareil équipé de 12 tubes qui sert notamment à chercher des traces de vie encore plus petites et à faire d'autres analyses pour mieux comprendre ces paysages sous-marins. Au total, plusieurs dents, a priori de requins, sont remontées, mais aussi de nombreux autres organismes vivants. On a ce monde de lilliputiens, d'organismes d'une diversité impressionnante. Donc chaque échantillon, vous avez des centaines d'organismes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. J'avoue que certaines de ces espèces me font un peu penser à des extraterrestres, mais elles vivent bien sur notre planète. Elles sont capables de survivre là où très peu d'autres espèces pourraient survivre. Avec presque aucune lumière et très peu de nourriture, elles ont dû développer des sortes de pouvoirs très peu communs. La production primaire des algues en surface qui arrivent au fond dans cette zone-là, elle est très très limitée. Ce sont aussi des espèces qui sont capables de se nourrir de tout un tas de choses différentes, des bactéries par exemple qui sont présentes dans les sédiments. Pour voir l'invisible, ce navire renferme 8 laboratoires en pleine effervescence. Et en plus des marins, une trentaine de scientifiques travaillent à bord. Une mission comme ça, c'est des années d'analyse derrière. L'abondance, elle est pas négligeable, mais c'est évidemment pas l'abondance la plus forte qu'on puisse trouver dans les océans de la planète. Par contre, ce qu'on a pu voir quand même, c'est que la diversité, elle est là, puisqu'on a trouvé plein d'organismes, ne serait-ce qu'à bord quand on triait les échantillons qu'on a pu remonter. Et puis, il y a beaucoup d'espèces rares sur plusieurs centaines d'échantillonnages. On va trouver cette espèce-là qu'une fois. Si on perd l'individu de l'espèce, peut-être qu'on a perdu l'espèce. Ce sont vraiment un potentiel de biomimétisme, bioinspiration, qui un jour peut être des pistes pour la pharmaceutique. Lors d'autres expéditions dans ce type d'environnement, j'avais aussi vu des images de ces autres espèces très étonnantes. Et pour plusieurs de ces organismes, j'ai découvert que les nodules ont un rôle très important.
There's no sustainable way to get them from the deep sea bed without destroying and disrupting the environment and ecosystems. En cas d'exploitation minière à grande échelle, j'ai aussi pu voir que des activistes et des scientifiques s'inquiètent fortement pour ce monde des abysses, mais aussi pour des conséquences plus larges. Nous voici en décembre 2024. La Norvège décide de reporter l'exploitation minière de ses fonds marins au moins jusqu'à fin 2025. Cela fait notamment suite à une campagne de mobilisation. Alors je me suis demandé quelles pouvaient être les craintes face à l'exploitation des fonds marins. Retournons rapidement sur notre bateau qui est désormais dans cette zone belge. Après ce test d'exploitation, les scientifiques cherchent à savoir à quel point ce paysage et la vie sur place peuvent revenir à un état normal. Le premier impact, il est direct, c'est le simple fait d'enlever les nodules. Et donc là, effectivement, on enlève l'habitat. Donc on sait que les espèces, elles disparaissent directement. Ça, c'est une certitude. On racle les sédiments de surface qui sont les plus riches en organismes et retransportés ailleurs. Et s'ils survivent, la grande question, c'est sur combien de générations? Je suis aussi tombé sur cette analyse de 2017 qui s'est posé une question similaire pour 11 sites où il y a eu des expérimentations. Pour ces expériences à petite échelle, par rapport à ce que donnerait une véritable exploitation, l'étude relève notamment des effets biologiques négatifs considérables. Il indique qu'après plusieurs années, très peu de groupes d'espèces reviennent aux conditions de base. Et du côté des nodules, j'ai appris qu'il leur fallait en général 1 million d'années pour grandir de quelques millimètres. Ça, ce n'est pas la seule inquiétude que j'ai trouvée dans plusieurs travaux scientifiques. Quelques exemples. Des panaches de poussière sous-marine pourraient se déporter sur plusieurs kilomètres selon cette étude. Des bruits, des lumières, des polluants chimiques ou encore des rejets de déchets miniers pourraient perturber d'autres animaux, même plus haut dans l'océan. Et de fil en aiguille, les conséquences pourraient être bien plus larges. Ce qu'on estime, c'est que vu la profondeur et la faible altitude qu'atteignent les particules remises en suspension, il ne devrait pas y avoir de vrai impact sur le budget carbone avec une action de collecteur à nodules, en tout cas à 5000 mètres de fond. Par contre, ce qui est moins clair, c'est effectivement, il y a une chaîne alimentaire qui peut démarrer de très petits organismes qui vivent au fond et qui vont alimenter des organismes de plus en plus gros, qui eux-mêmes jouent un rôle dans la vie de cet océan mondial. Pour aller plus loin, je vous mets plusieurs sources en lien sous la vidéo YouTube. En face, plusieurs entreprises expliquent chercher à réduire les impacts potentiels. Et je suis aussi tombé sur ces études, en partie financées par une entreprise minière, qui explique que miner les fonds marins permettrait d'assurer la transition énergétique et que ça pourrait être moins destructeur sur plusieurs aspects que les mines sur Terre, notamment quand elles sont dans des forêts tropicales. Ce qui est à mon avis très discutable. Alors qui décide si on peut commencer ou pas cette exploitation des abysses? En fait, j'ai découvert que ça dépend. Dans cette étude de 2025, on découvre où se trouveraient les principales réserves à l'échelle mondiale. Les nodules sont ici en bleu foncé et c'est les ressources les plus convoitées. Mais il existe d'autres gisements de métaux sous-marins qui ressemblent à ça ou à ça et qu'on retrouve ici en orange et ici en jaune. Quand les ressources se trouvent dans des zones côtières de certains pays, ce sont ces pays qui décident. Par exemple, le Portugal a voté récemment contre l'exploitation de ses fonds marins, mais d'autres États souhaiteraient se lancer dans les prochaines années, comme la Norvège, la Chine ou les îles Cook. Do not tell me to ignore the potential for promoting the energy transition by not exploring these much-needed minerals for the green revolution that sit in my ocean. Mais reprenons cette carte. Une grande partie des ressources se trouve en fait en dehors des eaux des pays, dans ce qu'on surnomme la zone. Ces eaux, elles sont censées appartenir à l'humanité, comme l'immense zone de Clarion-Clipperton où se déroule notre mission d'exploration. En fait, cette zone, elle est gérée par un organisme qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins. En plus des enjeux économiques, il y a un enjeu géopolitique et de justice car cette autorité prévoit notamment que les avantages économiques tirés de ces ressources doivent être partagés équitablement entre tous les États, y compris les pays les moins avancés et les pays en développement. Par exemple, cette zone, elle est attribuée au petit État insulaire de Nauru. Mais face aux risques environnementaux, une trentaine de pays, dont la France, demandent une pause ou un arrêt total des projets miniers dans ces eaux internationales. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. Jusqu'ici, l'Autorité internationale des fonds marins n'a autorisé personne à exploiter, notamment dans l'attente d'un code minier pour réguler ces pratiques. La plupart des contractants qui sont plutôt sur la lignée de défendre l'environnement, ils sont plutôt sur un moratoire, c'est-à-dire on attend d'en savoir plus. Et à l'inverse, il y a des contractants qui sont pro-exploitation. Et donc du coup, ça fait que le consensus, il est très difficile à trouver. La prochaine réunion, elle doit avoir lieu très bientôt, courant mars 2025. Faisons un dernier retour sur l'Atalante. Les équipes étudient aussi des endroits bien spécifiques où la pente du sol est supérieure à 4-5%. Dans ces endroits, les engins miniers actuels ne peuvent pas fonctionner. On arrive à voir que l'espèce habite dans les pentes et c'est les espèces qui habitent dans les pentes sont les mêmes autour. On peut avoir peut-être en évaluation des zones qui seront épargnées par l'exploitation. Il peut être des réservoirs d'espèces recoloniser, par exemple. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs de la campagne. L'analyse complète, elle doit prendre plusieurs années. Au cours de
mes recherches, j'ai vu plusieurs scientifiques pointer la nécessité de davantage de recherche avant de peut-être détruire ce qu'on vient de découvrir ou ce qu'on ne connaît pas encore. Certains soulignent aussi l'importance du recyclage des métaux ou la possibilité de réduire nos consommations. Et je me suis demandé, qu'en pensent les scientifiques qui ont passé plusieurs semaines sur le terrain? Dans les passés, on s'est retrouvé tout le temps avec des problèmes, pollution, pêche intensive, extraction minière, et on s'est retrouvé derrière à chercher de faire des règles sur des activités qui avaient déjà détruit et impacté. Cette fois, la chose intéressante qu'on est au début, c'est la première fois qu'on va créer un code minier avant que l'activité minière commence. Aujourd'hui, aller vers une destruction massive en sachant que c'est one shot, une fois qu'on l'a pris, on sait qu'on aura c'est des millions d'années pour faire un nodule, c'est quand même quelque chose de très dangereux sans savoir les impacts qu'il peut avoir déjà sur l'écosystème même, mais sur la colonne d'eau et sur les océans en sens plus large. Nous, notre rôle, c'est d'apporter des informations pour que ce soit une décision sociétale, finalement. Donc les impacts, ils sont complexes et c'est vraiment pas blanc ou noir. Et est-ce qu'on a les informations aujourd'hui pour donner un avis sur quel serait l'impact, de le chiffrer, combien de temps? Non, on n'a pas encore ces informations-là. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker pour que plus de personnes puissent la voir. Vous pouvez aussi apporter vos compléments ou poser vos questions dans les commentaires. Merci à toutes les équipes de Brut qui ont travaillé sur la vidéo et je vous dis à dimanche prochain.